Dans la saga principale de Dragon Ball, Krillin est mort 3 fois à cause de Tambourine, Freezer et Boo, et même encore plus de fois dans les différentes suites. Il est impossible de prendre toutes ces morts au sérieux, et elles sont pourtant cultes. Sans elles, pas d'intrigue mature, pas de Super Saiyan, Goku n'aurait clairement pas été le même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de 10 autres morts légendaires qui ont à jamais bouleversé l'histoire de leur manga. Cette mort qui a changé One Piece. Eiichiro Oda n'aime pas tuer ses personnages, on en a d'ailleurs parlé dans cette vidéo, mais il y a quand même quelques morts qui sont d'ailleurs des sources de motivation pour les héros, comme Goldie Roger, pas d'air de la piraterie sans lui, ou Belle-Mère, la mère adoptive de Nami, la première vraie mort à avoir marqué les fans. Et pour Luffy, il a perdu son frère 2 fois, d'abord Sabo, ce qui le motive à s'entraîner et à devenir plus fort pour ne plus jamais vivre ça, et puis Ace, impossible de l'oublier tant la scène est culte. Le héros s'infiltre dans la prison la mieux gardée du monde, avant de participer à une bataille au sommet. On s'attend à le voir gagner, jusqu'au bout on y croit, surtout lorsqu'Ace est libéré. Et puis l'amiral Akainu va mal parler de Barbe Blanche, son père adoptif, rendant Ace ivre de colère qui le provoquera en duel, mettant ainsi en danger Luffy. Épuisé par plusieurs jours de combat, il n'est pas capable d'esquiver l'attaque de l'amiral. C'est là où son grand frère s'interposera. Une double page inoubliable dans le manga avec la vivre carte de Dace qui se consume dans le coin, prononçant ses derniers mots, un remerciement avant de s'effondrer en souriant. Cette scène brise Luffy qui ne sera plus jamais le même après ça. Il prend conscience de ses faiblesses et décide de partir s'entraîner pendant 2 ans. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans une autre scène, vous l'avez peut-être oublié, mais les Mugiwara ont perdu un de leurs membres d'équipage, le Vogue Mary. Après l'arc Skypiea, il n'est plus en état de naviguer. Ils ont pourtant vécu tellement d'aventures avec lui, comment se séparer de celui qui est devenu leur ami. L'équipage en arrive même à se disputer, Usopp décide de partir, Zoro menace d'en faire de même si Luffy n'est pas à la hauteur de son statut de chef. Le CP9 les aide à faire un choix en jetant le Mary à l'eau en pleine tempête. On ne pensait plus jamais revoir le navire, mais lorsque la situation est désespérée, l'équipage entendra une voix au loin, celle du Mary. Il a une âme, une volonté propre et a repris la mer de son propre chef pour les sauver. Mais ça ne changera pas son destin, tombant en morceaux une fois sa dernière mission accompli. Luffy apprend ici quelque chose de fondamental. Être un capitaine, ce n'est pas seulement être le plus fort, c'est aussi faire des choix pour le bien de ses compagnons, même s'ils sont difficiles. Le Vogue Mary a droit à des funérailles, un adieu déchirant parmi les plus tristes de toute l'histoire du manga. Cette mort qui a changé Gurren Lagann. Beaucoup le voient comme un animé de mecha stupide, les designs un peu comiques et au début très poussifs, 7 premiers épisodes superficiels avec un héros, Kamina avec des gros muscles répétant en boucle des discours creux. Il ne risque jamais rien, il affronte des robots géants au sabre et il gagne, un cliché du héros invincible. Il a une sorte de petit frère spirituel, Simon le Foreur, qui lui est faible et lâche. C'est d'ailleurs lui le narrateur, on vit l'histoire du héros à travers son regard d'enfant. C'est du moins ce qu'on nous laisse penser au début. Car quand arrive l'épisode 8, on n'est pas prêt. C'est la bataille finale, gagnée d'avance comme toujours, sauf que le plan ne se déroule pas comme prévu. Simon est pris de doute, il risque de tout faire échouer. Heureusement, Kamina est là pour lui remettre les idées en place et sauve la situation. Malheureusement, il finira blessé sans personne pour l'aider avant qu'un nouveau coup de lance ne l'achève. Tout le monde est sous le choc, on le voit au sol, inconscient, mort. Simon devient fou, fonçant vers un volcan en fusion. Kamina est couvert de sang, les yeux clos, sa radio hurle des appels au secours. Il se relève, encore, il est vivant, rien ne l'arrête. Ne reste que le général ennemi, les deux se lancent dans l'ultime fusion, aussi ardente qu'un volcan, sur une musique ultra épique. C'est gagné. Mais sous une pluie battante, ses amis pleurent, lui sourit. Une scène de mort légendaire, référence au manga culte Ashita no Joe. Kamina aura brûlé toute son énergie vitale dans son ultime combat. On brise les règles classiques du shonen, la mort du héros en fait naître un nouveau. Les mechas, ça a toujours été très serious business, comme Evangelion sur lesquels les créateurs de
Gurren Lagann avait travaillé une décennie plus tôt. La mort y est pesante, privant les protagonistes d'espoir. Simon a beaucoup de mal à faire son deuil, commence par vouloir se venger avant d'abandonner. Comme Shinji, le héros d'Evangelion, il refuse de combattre, incapable d'être le leader dont l'équipe a besoin, incapable d'être comme son frère, jusqu'à ce qu'il prenne conscience que depuis le début, il a tout ce qu'il faut en lui. Il fait sien les discours de Kamina, dans une des scènes les plus mémorables de l'animation japonaise. Je suis moi et personne d'autre. Je suis Simon le Forêt. Cette mort révèle toute la tromperie narrative de ce premier acte de Gurren Lagann. Regardez-la à nouveau, tout était présent. Les failles des personnages, mais aussi leur force qui n'attendait qu'une seule chose pour éclore, la disparition de Kamina. Un arbre trop grand qui cachait le soleil aux autres pousses qui n'attendaient que de grandir. Et il y a autre chose qui doit continuer à pousser, ce nombre-là. Vous n'êtes que 33% à regarder nos vidéos en étant abonné. Alors pour être certain de n'en rater aucune à l'avenir, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton abonnement. Merci à ceux qui le feront. Cette mort qui a changé Hunter x Hunter. Kaito apparaît dès la première page du manga. Badass, gentil, le modèle d'un héros parfait. Il apprend à Gon les bases du métier de Hunter et lui donne un but, retrouver son père, la quête principale de Gon. Le Hunter réapparaîtra au chapitre 185 suite à un mauvais tour du père de Gon à la fin de l'arc Grid Island. Il va reprendre le petit Gon sous son aile, l'intégrant à son groupe d'études de la vie sauvage. Leur but, faire des recherches sur des fourmis chimères qui peuvent ravager un pays tout entier. Mais leur petite aventure prendra fin après la naissance de Nefelupito, une garde royale rapprochée de la reine, que malheureusement Gon va provoquer en combat. Kaito voyant le danger arriver, il s'interpose pour sauver Gon et son ami, mais il y perdra un bras. Il accepte malgré tout le combat pour laisser le temps à ses amis de fuir. Mais Gon ne verra rien de tout ça. À son réveil, il est convaincu que Kaito est en vie, gardant espoir jusqu'au bout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va s'entraîner comme un bourrin pour réussir à vaincre son ennemi. Sauf que nous on la connaît la vérité, Kaito a été tué sans avoir réussi à porter le moindre coup. Gon le découvrira une trentaine de chapitres plus tard, conduisant à une des scènes les plus cultes du manga. Kaito a été transformé en marionnette macabre et la seule solution est de capturer Neferupito pour la forcer à le ressusciter. Gon est convaincu que son plan va fonctionner, mais finalement non, et ça va le briser. Il ne sait dire qui est responsable de cette mort. Son imprudence ou la fourmi chimère? La colère monte, finit par effacer la tristesse. Il se transformera en un être complètement différent, mauvais par nature. Son énergie est tellement démesurée qu'elle déborde de la case et même de la page. Ouais, sur manga, ça rend quand même pas mal. Mais cette transformation a un prix. Redevenir un petit garçon normal, sans pouvoir, sans maîtrise de naine, avec une espérance de vie réduite. En vengeant la mort de Kaito, Gon a cessé d'être un gentil héros, une évolution osée qui a vraiment choqué tout le monde. Cette mort qui a changé Vinland Saga. Un manga réaliste à l'époque des Vikings, montrant autant les batailles que des scènes banales du quotidien. À cela près que le héros, Thorfinn, est un ado de 17 ans, capable d'attaquer seul une forteresse. Mais que fait-il dans cette bande de vikings? On l'apprend dans un flashback. Son père, Thors, était un grand guerrier. Il a fui la guerre et abandonné les armes après avoir trouvé le vrai sens de sa vie. Il rejette complètement la violence et aimerait que son fils soit tout comme lui, un grand pacifiste. Sauf que le petit veut devenir un combattant légendaire pour explorer une terre au-delà des mers, le Vinland. Mais la guerre n'est jamais loin et elle finit par les rattraper. Thors doit partir avec des jeunes vigoureux pour rejoindre son ancienne escouade. Et son fils va simplement se cacher sur le bateau. Bateau qui finira malheureusement pris en embuscade par une bande de pilleurs. Et le seul guerrier à bord, c'est Thors. Du 1 contre 60. Ça vous semble ingagnable? Eh bien pas pour lui, qui va littéralement meuler les bandits un par un sans en tuer un seul. Jusqu'à ce que son fils soit pris en otage. Il n'a pas le choix, il se sacrifie pour le sauver. Thorfinn tourne alors sa colère contre l'homme qui lui a tout pris. Askeladd, le chef des Vikings, rusé, subtil et extrêmement fort en combat. Tel que c'était convenu, voilà la moitié du butin. On vous laisse la victoire et nous gardons le trésor. Il s'entraîne sans relâche, se transforme en une véritable arme de guerre dans le seul but d'accomplir sa vengeance. Vaincre Askeladd en duel. Il va le suivre partout avec sa troupe jusqu'à atterrir aux plus hautes sphères de l'état. Un nid à complot où Askeladd joue gros. Il avance ses pions, est à deux doigts de gagner, mais le roi le met face à un choix impossible. Dévaster son pays natal ou tuer son protégé, à savoir le dernier fils du roi. Et dans les deux cas, Askeladd est perdant.
Refusant ce dilemme du roi, il finira sobrement par lui trancher la tête d'un coup sec. Ça a résolu tous ses problèmes au prix de sa vie. Il se fait passer pour fou avant de se laisser tuer par le prince en qui il a mis tous ses espoirs. Une scène véritablement légendaire que le trait de Makoto Yukimura retranscrit à la perfection dans toute son intensité. Regardez-moi ça, c'est beau à en perdre la tête. Ah, c'est nul. Pardon. Thorfinn y perd deux choses. Son ennemi qui était finalement devenu une figure paternelle ainsi que l'objectif de toute sa vie. Il devient alors une coquille vide, pire, il est même réduit en esclavage, mettant fin à sa vie de guerrier. Un tournant à 180 degrés reflété dans le nom du chapitre, la fin du prologue. La suite adopte un ton différent, poussant son héros à se transformer à nouveau pour retrouver un sens à son existence. C'est tout l'enjeu de la saison 2 de l'anime qui est toujours en cours de diffusion. Cette mort qui a changé l'attaque des titans. Ne vous attachez pas trop à mes personnages, je vais les faire mourir. C'est le message que nous envoie Hajime Isayama dès son deuxième chapitre. Les titans entrent dans la ville. Eren tente de sauver sa mère dans les décombres, mais l'ennemi est déjà là. Un ami de sa famille le ramasse et fuit avec lui, lui imposant le spectacle de sa mère se faisant dévorer vive. Ça a été censuré dans l'anime, mais le manga est beaucoup plus explicite. Au premier chapitre, le rêve d'Eren était de rejoindre le bataillon d'exploration pour aller jusqu'au bout du monde et découvrir l'océan. Maintenant, ce qui l'anime, c'est la vengeance. Isayama pose ici une règle. La mort forge ses personnages, les conduisant vers leur tragique destin. Même le héros meurt pour renaître plus fort avec le pouvoir de son titan. D'autres morts vont d'ailleurs marquer le manga, celle de Sacha qui a choqué les fans par sa sobriété, ou encore celle d'Erwin, le chef du bataillon d'exploration. Un tournant majeur dans l'histoire. On en a retenu une autre qui est cruciale mais qui passe souvent assez inaperçue, celle de Hannes. Présent dès le début aux côtés du héros, assistant à la mort de sa mère sans agir, il est trop faible pour l'empêcher. Les regrets le rongent, il prend tous les risques pour apaiser sa conscience jusqu'à être tué par le titan qu'il avait fui par le passé. C'est très lourd de sens et même de conséquences. Eren devient fou et débloque un nouveau pouvoir en tuant le monstre qui lui avait pris sa mère. Il a enfin eu sa vengeance, mais maintenant il est rongé par les remords. Une cinquantaine de soldats sont morts pour lui. Il doit accepter ses responsabilités. Fini sa vendetta personnelle, il se bat désormais pour libérer son peuple. Une détermination extrême qui explique ses choix futurs et prépare la fin du manga. Cette mort qui a changé Chainsaw Man. Le manga commence dès le chapitre 1 sur la mort du héros, Denji, ressuscité par la suite en homme tronçonneuse. Passant d'orphelin SDF à agent de la sécurité publique, il a un job un peu spécial, massacrer des démons. Son quotidien se met en place et tout semble aller pour le mieux, jusqu'au chapitre 25. Les personnages auxquels on était en train de s'attacher se font massacrer. Surtout l'agent Himeno qui a partagé quelques moments touchants avec Denji et Aki quelques chapitres avant. Le plus cruel étant que son sacrifice ne sauve personne. Cette scène a un énorme impact sur l'histoire, mais pas sur Denji. Il a l'impression de ne plus avoir de cœur, s'étant fait littéralement remplacé par Pochita, le petit démon tronçonneuse. Il reste littéralement de marbre, se demandant si la mort des survivants pourrait l'affecter. Les tueries s'enchaînent, traumatisent ses amis, mais pas lui, qui continue sa petite vie jusqu'à un certain chapitre. Et attention, ça va être un gros spoil de l'histoire de l'arc 1 de Chainsaw Man. Chapitre 73. On approche du démon flingue, l'antagoniste principal. Denji est ultra motivé, le tuer lui assure après tout un rendez-vous amoureux avec sa boss, Makima. Or, on découvre qu'il a déjà été vaincu, et son corps a été partagé entre les différents pays du monde. Une grosse révélation suivie dans le même chapitre d'une prédiction. Le héros va tuer tous ses amis. Aki veut empêcher ça, il part donc voir Makima qu'il estime être digne de confiance. Sauf qu'il s'agit en fait du démon Domination, et il accepte de passer un pacte avec elle. Pacte qui le condamne à être possédé par un fragment du démon flingue, le forçant à se battre contre Denji. Tatsuki Fujimoto a géré cette scène et ce combat d'une main de maître. D'un côté on a le monde réel, gore et ultra violent, et de l'autre les souvenirs d'Aki. Une simple bataille de boules de neige. Le contraste entre l'enfant insouciant et le massacre de civils innocents donne le tournis. Ça se ressent dans les planches, le découpage des cases est frénétique. Et peu à peu, la réalité s'efface. Seul le jeu reste. Denji montre pour la première fois ses émotions sincères, bombardant Aki de boules de neige. Il finira par abandonner le combat, se retournera et ira rejoindre sa famille et trouver un repos bien mérité. Une scène déchirante aux énormes conséquences. Denji se retrouve seul pour gérer Power, bouffé par ses traumatismes, trop de responsabilités reposent sur ses épaules. Ça le pousse à faire un choix inattendu. Abandonner son libre arbitre, abandonner son humanité auprès de Makima pour fuir
fuir sa culpabilité. Et c'est là que la vraie antagoniste du manga se révèle peu à peu, tuant Power dans un enchaînement de cases hallucinant. C'est bourré de détails et ça a choqué tous les lecteurs de Chainsaw Man. Toutes les morts dont on a parlé aujourd'hui étaient nécessaires, mais ça ne les rend pas moins tristes. En tant que lecteur, on les encaisse, on les subit, versant une larme, voyant partir les personnages auxquels on s'était attaché. Car si ces disparitions sont fictives, nos émotions, elles, sont bien réelles. En suivant nos héros, on lit, on espère, on pleure, bref, on évolue, on ressort changé d'une lecture de manga, de BD ou de livres, façonnés par ceux qui nous ont vu grandir. Et le plus important, ce n'est pas de savoir qu'un personnage est mort dans tel ou tel manga, mais c'est bel et bien d'intégrer au plus profond de nous-mêmes les messages que leurs morts ont voulu nous faire passer. Ce qui rend la mort de Jiraiya aussi marquante, c'est bel et bien parce qu'elle est très lourde de sens, et nul doute qu'elle a permis à plein d'adolescents de découvrir ce qu'était vraiment le deuil. C'était Chauve Burlesque pour Manga Trash qui vous fait une bise barbue emplie d'amour viril. Prenez soin de vous, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde.